Nous allons sauter ta pendaison de crémaillère. Ma belle-mère vient de déménager elle aussi. Ce furent les mots exacts que mon fils Michael m'écrivit dans le message qui arriva un mardi après-midi. Je lus cette phrase alors que je finissais de suspendre les rideaux de lin blanc à la grande baille vitrée qui donnait directement sur l'océan. Je répondis simplement, d'accord. Il ne savait pas que ma maison était un manoir de 2 millions de dollars ayant appartenu à Julian Thorne, une célèbre star de la télévision. Il ne savait rien. Et lorsqu'ils virent la photo que je publiai le soir même, mon téléphone portable n'arrêta plus de sonner. Mais je vais raconter cela depuis le début, car cette histoire ne commence pas par ce message. Elle commence bien plus tôt, par des années de silence que je refusais de voir. Le message de Michael arriva alors que mes mains sentaient encore la peinture fraîche et que mes genoux étaient douloureux à force de monter et descendre les échelles. J'avais travaillé pendant des semaines pour faire briller chaque coin de cette maison. Chaque fenêtre avait été nettoyée jusqu'à ce que le soleil s'y reflète parfaitement. Chaque détail avait été soigneusement arrangé. Je dus prendre mon téléphone en m'attendant à voir une confirmation de la part de Claire ou de Michael, un signe qu'ils venaient à la pendaison de crémaillère que j'avais préparée avec tant d'amour. Ce que je lus me laissa immobile devant cette baie vitrée que j'avais mis tant de temps à choisir. Maman, je pense que nous allons sauter ta pendaison de crémaillère. La belle-mère de Michael vient aussi de déménager, et nous devons l'aider avec les cartons. Tu comprends, n'est-ce pas? On se rattrapera un autre jour. Je le lus 2 fois, 3 fois. Je cherchais entre les lignes une trace de culpabilité, de véritables excuses, mais il n'y avait rien d'autre que cette phrase sèche et froide. Je répondis par un simple « d'accord », car je ne trouvais la force de rien d'autre. Je restais là à regarder les vagues se briser contre les rochers en contrebas, sentant ce poids familier s'installer de nouveau dans ma poitrine. Ce poids que je portais depuis si longtemps qu'il semblait presque faire partie de moi. La maison était prête. J'avais commandé des fleurs fraîches, acheté le vin que Michael aimait, préparé la recette de tarte au citron que Claire demandait toujours lorsqu'elle était petite. J'avais nettoyé chaque surface de mes propres mains. J'avais suspendu ces vieilles photos dans le couloir où ils apparaissaient tous les deux souriants, m'enlaçant, me regardant comme si j'étais leur monde entier. Quelle naïveté d'avoir pensé qu'ils viendraient. Quelle folie de croire que cette fois-ci serait différente. La table de la salle à manger était déjà dressée. Nappe couleur crème. Assiette en porcelaine héritée de ma mère. Verre en cristal qui étincelait sous le lustre central. 6 places. Une pour moi, 2 pour eux. Une pour la femme de Michael, une pour le mari de Claire, et une de plus pour ma petite fille, qui venait d'avoir 4 ans et que je n'avais pas revue depuis son anniversaire. 6 chaises attendant des corps qui n'arriveraient jamais. 6 serviettes de table soigneusement pliées que personne ne déplierait. Je tournais lentement autour de cette table vide, sentant le silence de la maison m'engloutir tout entière. Dehors, la mer grondait doucement contre la côte. Mais à l'intérieur, il n'y avait que ce vide lourd et dense qui me serrait la gorge. Je repris mon téléphone et ouvris Instagram presque sans réfléchir. Je ne suis pas de celles qui publient chaque moment de leur vie, mais quelque chose en moi avait besoin de montrer ce que j'avais accompli. J'avais besoin que quelqu'un voie qu'Eleanor Vance, à 67 ans, avait réalisé quelque chose de magnifique. Je pris une photo de la baie vitrée avec l'océan en arrière-plan, une autre du couloir avec les photos de famille, une autre encore de la terrasse où les bougainvilliers commençaient déjà à grimper le long des colonnes blanches. J'écrivis quelque chose de simple, ma nouvelle maison. Reconnaissante envers la vie pour cette bénédiction. Je la publiai sans trop y penser et laissai le téléphone sur la table. Il ne s'écoula même pas 10 minutes avant qu'il ne se mette à vibrer. Ce fut d'abord un message de Claire, puis un autre de Michael, puis des appels, l'un après l'autre. Je regardais l'écran s'allumer et s'éteindre, comme un cœur qui ne savait pas s'il voulait continuer à battre. Je ne répondis à aucun d'eux. Je m'assis sur le canapé neuf devant cette baie vitrée géante et laissai le téléphone sonner tandis que je contemplais l'horizon où le ciel rejoignait la mer. Les notifications ne s'arrêtaient pas. Des commentaires, des messages directs, d'autres appels. Tout le monde voulait savoir où j'avais trouvé cette maison, combien je l'avais payée, comment il était possible que je vive dans un endroit pareil. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait à part mon avocat et moi, c'est que cette maison n'était pas n'importe quelle maison. Ce manoir de 2 millions de dollars avait appartenu à Julian Thorne, une star de la télévision célèbre dans toute l'Amérique, décédé 2 ans auparavant sans héritier direct. J'avais travaillé pour lui pendant près de 15 ans comme assistante personnelle.
Je m'étais occupé de lui lorsqu'il était tombé malade. J'avais été à ses côtés durant ces derniers jours. J'avais écouté ses histoires quand plus personne ne voulait lui rendre visite. Et lui, dans un geste de gratitude que j'ai encore du mal à croire, m'avait légué cette propriété dans son testament. Pas tout son argent, pas ses comptes bancaires, juste cette maison face à la mer qu'il aimait tant. La maison où il avait passé ses meilleures années, où il avait écrit ses mémoires, où il rêvait de vieillir, entouré d'une famille qui n'est jamais venue. Quand l'avocat m'avait annoncé la nouvelle, je dus pleurer pendant des heures, non pas pour la valeur de la propriété, mais parce que quelqu'un, pour la première fois depuis très longtemps, m'avait vu, m'avait estimé, avait reconnu tout ce que j'avais donné sans jamais rien demander en retour. Julien m'avait laissé cette maison parce qu'il savait que j'en prendrais soin, que je la remplirais de vie, que je n'en ferais pas un musée vide, mais un véritable foyer. Et c'était exactement ce que je faisais depuis 3 mois. Transformer ces murs en mon refuge, mon espace, le lieu où je pouvais enfin respirer sans avoir l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais maintenant, mes enfants voulaient entrer. Maintenant qu'ils avaient vu les photos, maintenant qu'ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'une modeste petite maison de banlieue, mais d'un manoir de luxe avec vue sur l'océan, maintenant ils voulaient venir. Maintenant ils avaient du temps. Maintenant, la belle-mère de Michael pouvait attendre. Je repris le téléphone et lus les messages qui continuaient d'arriver. Maman, désolé. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Nous pouvons venir à ta pendaison de crémaillère. C'est ta maison? Tu y habites vraiment? Nous devons parler. Appelle-moi quand tu peux, écrivit Claire presque en même temps. Michael écrivit, Maman, je ne savais pas que tu avais déménagé dans un endroit si grand. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Bien sûr que nous venons. Dis-nous juste quand, et nous serons là. Je laissai le téléphone face contre terre sur le canapé et fermai les yeux. Je sentis les larmes monter derrière mes paupières, mais je ne les laissai pas couler. Pas encore. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi commença à changer. Quelque chose qui sommeillait depuis des années. Une question froide et claire s'installa dans mon esprit. Combien de fois m'avait-il fait cela auparavant? Combien de fois avais-je préparé quelque chose avec enthousiasme pour finir par attendre seul? Combien d'excuses avais-je entendues? Combien de promesses rompues avais-je pardonnées? Je me levai du canapé et marchai jusqu'à la baie vitrée. Le soleil commençait déjà à se coucher et le ciel devenait orange et rose. Les vagues venaient se briser en bas, constantes, éternelles, indifférentes à ma douleur. Et alors je le sus avec une clarté qui me fit mal à la poitrine comme une douleur physique. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un oubli. C'était un schéma, une exclusion systématique que j'avais ignorée parce que j'avais peur de voir la vérité. Mes enfants n'avaient pas oublié ma pendaison de crémaillère. Ils s'en moquaient tout simplement. Jusqu'à ce qu'ils voient la valeur de ce que je possédais. Je ne pus pas dormir cette nuit-là. Je restai sur le canapé à regarder l'océan sombre jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir. Et durant cette longue veille silencieuse, je commençai à me souvenir. Je ne voulais pas me souvenir, mais les souvenirs venaient d'eux-mêmes, l'un après l'autre, comme des vagues impossibles à arrêter. Je me souvins de mon 65e anniversaire. J'avais réservé une table dans ce restaurant italien que j'aimais tant, celui aux lumières chaleureuses et à la musique douce. J'avais invité Claire et Michael 2 semaines à l'avance. Bien sûr, maman. Nous serons là, avaient-ils dit tous les deux. J'avais acheté une nouvelle robe, je m'étais coiffé, j'étais arrivé une demi-heure à l'avance tellement j'étais excité. J'attendis. La serveuse passa 3 fois pour me demander si je voulais commander. Je continuais à dire que j'attendais encore un peu. Je vérifiais mon téléphone toutes les 30 secondes. Rien. Pas de message, pas d'appel. 40 minutes plus tard, Michael écrivit « Désolé, maman. La journée s'est compliquée. On fera ça une autre fois. » Claire n'écrivit même pas. Je mangeais seul ce soir-là. La serveuse me regarda avec pitié quand je lui demandai d'emballer le gâteau d'anniversaire que j'avais commandé pour le partager. Je le jetai à la poubelle en rentrant chez moi. Je me souvins de la remise des diplômes de maternelle de ma petite fille. Un événement modeste mais important. J'avais acheté un cadeau. J'avais demandé un congé à mon travail auprès de Julien pour y assister. J'avais demandé 3 fois à Claire l'heure et l'adresse. Je te tiendrai au courant,
maman, disait-elle toujours. Elle ne me tint jamais au courant. Je vis les photos sur Facebook 2 jours plus tard. Ils étaient tous là. Michael et sa femme, Claire et son mari, les autres grands-parents, tous souriant autour de ma petite fille qui tenait son diplôme. Tout le monde sauf moi. Quand je demandai à Claire ce qui s'était passé, elle répondit « Oh, maman, je croyais t'avoir envoyé les infos. » C'était une erreur. Tu sais à quel point tout est fou ces derniers temps. Une erreur. C'est ce qu'elle dit. Et je la crus parce que je voulais la croire. Je me souvins de Noël dernier. J'avais cuisiné pendant 2 jours. Dinde, farce, salade, dessert. J'avais décoré mon petit appartement de lumière et d'un sapin qui tenait à peine dans le salon. J'avais emballé les cadeaux avec soin, choisissant pour chacun d'eux quelque chose qui, je le pensais, leur plairait. Claire annula le matin du 24. Maman, la famille de mon mari insiste pour que nous allions chez eux. Tu comprends, n'est-ce pas? Ils sont plus âgés et ne peuvent pas voyager. Michael annula 1 heure plus tard. Ma belle-mère ne se sent pas bien. Il vaut mieux que nous restions à la maison cette année. Je passais Noël seul à regarder de vieux films. Je mangeais des restes pendant 1 semaine. Les cadeaux restèrent sous le sapin jusqu'en janvier, non ouverts, jusqu'à ce que je finisse par les ranger dans le placard. Je me souvins de mon opération de la vésicule biliaire il y a 2 ans. Une opération mineure, m'avaient dit les médecins, mais j'avais peur. J'avais demandé à Michael de m'accompagner à l'hôpital. Bien sûr, maman. Compte sur moi, m'avait-il assuré. Le jour de l'opération, j'attendis dans la zone préopératoire. L'infirmière demanda, « Est-ce que quelqu'un vous accompagne ?» Je dis, « Oui, mon fils est en route. » J'attendis jusqu'à ce qu'on me dise qu'il était temps d'entrer. Michael arriva alors que j'étais déjà en salle de réveil, à moitié endormi par l'anesthésie. Il resta 20 minutes. Il devait retourner travailler, dit-il. Claire ne vint jamais. Elle envoya des fleurs le lendemain avec une carte disant « Désolé, maman. » Le travail m'a accaparé. Je pris un taxi pour rentrer chez moi. Je montai les escaliers lentement, en tenant ma cicatrice. Je fus seul pendant toute la semaine de convalescence. Sharon, mon amie de l'immeuble où j'habitais, fut celle qui m'apporta à manger et m'aida à changer mes pansements. Je me souvins du jour où j'avais été licencié de mon emploi précédent, avant de travailler pour Julien. C'était injuste, brutal. 30 ans dans cette entreprise et il m'avait laissé partir sans un second regard. Je rentrais chez moi détruite, en pleurs, sentant que ma vie s'effondrait. J'appelais Claire. « Maman, je ne peux pas parler en ce moment. Je suis dans une réunion importante. Je t'appelle plus tard. » Elle n'appela jamais. J'appelais Michael. « Maman, c'est nul, mais je sors avec des amis là. On peut se parler demain. » Il n'appela pas non plus. Je restais assise dans le salon de mon appartement toute la nuit, fixant le plafond, ressentant ce vide que je ne connaissais que trop bien maintenant. Je me souvins de toutes les fois où je leur avais prêté de l'argent et où ils ne m'avaient jamais remboursé. 500 $ par-ci, 300 $ par-là. C'est difficile en ce moment, maman, je te rembourserai. J'arrêtai de compter après les premiers 3000 $. J'arrêtai de demander à être remboursé parce que j'avais honte, parce qu'ils me faisaient me sentir avare, parce que c'étaient mes enfants et qu'une mère ne devrait pas tenir de compte. Je me souvins quand j'avais vendu la voiture de mon père, cette vieille Chevy dont il avait pris soin toute sa vie. Je l'avais vendue parce que j'avais besoin d'argent pour aider Michael avec l'apport pour sa maison. C'est un investissement dans mon avenir, maman, je t'en serai reconnaissant pour toujours. Il me rendit 300 $ sur les 5000 $ que je lui avais prêtés. Il ne mentionna jamais les 4700 $ restants. Je me souvins de toutes les photos sur les réseaux sociaux où ils apparaissaient lors de réunions de famille auxquelles je n'étais pas invité. Anniversaire, baptême, dîner de fête. Je les aimais depuis chez moi, souriante pour ne pas paraître être la mère aigrie, commentant des choses douces alors que ma poitrine se serrait. Quelle belle réunion, écrivais-je. Vous avez tous l'air si heureux, commentais-je. Et il répondait par un cœur ou un merci rapide, sans explication, sans excuse, sans invitation pour la fois suivante. Je me souvins quand j'avais adopté ma petite chienne, Luna, il y a 3 ans. Un petit bâtard marron que j'avais trouvé dans la rue. J'étais si excité.
Je leur avais envoyé des photos à tous les deux. Regardez, je ne serai plus si seule. Claire répondit, oh, maman, quel fardeau. Les chiens demandent tellement de travail. Michael ne répondit même pas. Luna est morte l'année dernière. Une tumeur apparut de nulle part. J'avais dépensé toutes mes économies pour essayer de la sauver. Quand j'avais dû finalement la laisser partir, j'avais pleuré pendant des jours. Je leur écrivis que Luna était morte. Claire envoya un emoji triste. Michael écrivit, c'est bien dommage, maman. C'était tout. Aucun d'eux ne me demanda comment j'allais. Aucun d'eux ne vint s'asseoir avec moi. Aucun d'eux ne semblait comprendre que j'avais perdu mon unique véritable compagnon. Je me souvins de chaque appel écourté. De chaque, je te rappelle, qui ne venait jamais. De chaque plan annulé à la dernière minute, de chaque promesse rompue, de chaque long silence quand j'avais besoin de parler, de chaque fois où je me sentais comme un figurant dans ma propre famille. Comment n'avais-je pas vu cela auparavant? Comment avais-je justifié chaque exclusion en me disant qu'ils étaient occupés, que la vie moderne est difficile, qu'ils avaient leurs propres problèmes? Mais la vérité était plus simple et plus douloureuse. Je n'étais pas une priorité. Je ne l'avais jamais été. Ils ne me cherchaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. De l'argent, un service, quelqu'un pour garder les enfants quand ils n'avaient personne d'autre. Et je disais toujours oui parce que je pensais que c'était cela, l'amour. Je pensais qu'être disponible équivalait à être aimé. Le soleil était déjà haut quand je me levais enfin du canapé. Mes yeux brûlaient d'épuisement, mais mon esprit était étrangement clair. Je me rendis à la cuisine et me préparai un café. Je m'assis sur la terrasse à regarder les mouettes voler au-dessus de la mer. Et à ce moment-là, je pris une décision. Je n'allais pas encore répondre à leurs messages. Je n'allais pas courir leur ouvrir la porte maintenant que je devenais soudainement intéressante. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait réellement. J'avais besoin de savoir si ce schéma d'exclusion était juste de l'insouciance ou quelque chose de plus profond, quelque chose d'intentionnel, car c'était une chose d'être oublié par accident, mais c'en était une autre d'être effacé à dessein, et j'avais besoin de connaître la vérité. 3 jours passèrent avant que je ne réponde à aucun message. 3 jours durant lesquels le téléphone n'arrêta jamais de sonner et où je ne fis rien d'autre qu'observer. Observer les schémas. Observer le désespoir. Observer comment le ton de leurs mots changeait au fil des heures. Le premier jour, les messages étaient amicaux. Maman, quelle belle maison. Nous devrions fêter ça ensemble. Dis-nous comment tu as eu cet endroit. Le deuxième jour, l'impatience se fit sentir. Maman, pourquoi ne réponds-tu pas? Tu es fâché? Nous voulons juste avoir de tes nouvelles. Le troisième jour, la manipulation arriva. Ta petite fille réclame de tes nouvelles. Nous sommes inquiets. Nous ne savons pas si tu vas bien. Dis-nous au moins que tu es en vie. Je lus chaque message avec un calme étrange, comme si je lisais l'histoire de quelqu'un d'autre, comme si ces enfants désespérés appartenaient à une autre et que je n'étais qu'une observatrice extérieure essayant de comprendre la réalité. Je réalisais quelque chose d'important durant ces 3 jours. Ils ne m'ont jamais demandé comment je me sentais. Ils n'ont jamais dit désolé d'avoir annulé ta fête. Ils n'ont jamais reconnu m'avoir laissé seul. Ils voulaient juste des informations. Ils voulaient juste comprendre comment une femme comme moi, une assistante au modeste salaire, avait fini par vivre dans un manoir de 2 millions de dollars. Le 4e jour, je répondis enfin. Je choisis mes mots avec soin, comme quelqu'un marchant sur de la glace fine. Bonjour. Je vais bien. J'ai été occupé à m'installer. Merci de demander. La réponse de Claire arriva en quelques secondes. Maman, nous devons parler. Pouvons-nous venir te voir? Nous voulons voir ta maison. Michael écrivit presque en même temps. Maman, je suis désolé pour l'autre jour. Tu sais comment c'est avec les belles-mères, mais j'aimerais beaucoup te rendre visite. Quand le pouvons-nous? Je leur dis que j'étais fatigué, que j'avais besoin de quelques jours de plus pour finir de m'installer. Que je leur ferais savoir quand je serais prête à recevoir des visites. Ils acceptèrent, mais leurs messages continuèrent d'arriver. Des questions déguisées en inquiétude. Comment as-tu eu cette maison? L'as-tu achetée ou la loues-tu? As-tu besoin d'aide pour quoi que ce soit? Je m'assis sur la terrasse avec mon café,
regardant le soleil s'enfoncer dans l'océan, et laisser la vérité me frapper de plein fouet. Ce n'était pas de l'amour que j'entendais dans leur message. C'était de la curiosité. C'était de l'intérêt personnel. C'était ce besoin de comprendre si j'avais quelque chose qu'ils pouvaient utiliser. J'avais passé ma vie entière à leur donner tout. Du temps, de l'argent, de l'énergie, du pardon, et ils avaient appris à prendre sans remercier, à recevoir sans donner, à disparaître quand j'avais besoin d'eux, et à apparaître uniquement quand cela les arrangeait. Mais cette fois-ci était différente. Cette fois-ci, j'avais quelque chose qu'ils voulaient, et cela les dérangeait. Cela les dérangeait de ne pas avoir été au courant. Cela les dérangeait d'avoir raté la pendaison de crémaillère. Cela les dérangeait que d'autres personnes sur les réseaux sociaux commentent et posent des questions alors qu'eux n'avaient pas de réponse. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes sur la terrasse, on sonna à la porte. Je n'attendais personne. À travers l'interphone, je vis Sharon, mon amie de l'ancien immeuble. Je la fis monter immédiatement. Elle gravit les escaliers et lorsqu'elle atteignit le 2e étage et vit l'intérieur de la maison, elle resta figée. « Éléanore » murmura-t-elle. « C'est incroyable. » Je lui préparai du thé et nous nous assîmes sur la terrasse. Je lui racontai tout. L'héritage de Julian, les messages de mes enfants, les 3 jours de silence, la façon dont ils avaient annulé ma fête et essayaient maintenant désespérément de me voir. Sharon écouta sans m'interrompre. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment, regardant la mer. Finalement, elle parla. « Tu sais ce que je pense, Éléanore ? Je pense que tes enfants ne s'attendaient pas à ce que tu possèdes quelque chose de propre. Quelque chose qui ne dépende pas d'eux, quelque chose qu'ils ne puissent pas contrôler. » Ces mots résonnèrent profondément dans ma poitrine. Toute ta vie, tu as été la maman disponible, celle qui prête de l'argent, celle qui pardonne, celle qui comprend, celle qui attend. Et ils s'y sont habitués. Ils se sont habitués à ce que tu sois toujours là, petite, gérable, ayant plus besoin d'eux qu'ils n'avaient besoin de toi. Je sentis les larmes monter mais les retins. Et maintenant, il s'avère que tu as un manoir de 2 millions de dollars, que tu as quelque chose de grande valeur, que tu es quelqu'un d'important, et cela leur fait peur, Éléanore, parce que si tu as du pouvoir, si tu as des ressources, alors ils ne peuvent plus te traiter comme ils l'ont toujours fait. Je restai silencieuse car il n'y avait rien à ajouter. Sharon avait mis des mots sur ce que je ressentais sans pouvoir le nommer. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » répondis-je honnêtement. « Mais je ne vais pas courir leur ouvrir la porte juste parce qu'ils veulent entrer maintenant. » Sharon sourit. « Bien. Très bien. » Cette nuit-là, après le départ de Sharon, je restai seul dans le grand salon, lumières éteintes. Seule la lumière de la lune passait à travers les baies vitrées, illuminant les meubles neufs, les murs blancs, cet espace qui, pour la première fois de ma vie, était complètement à moi. Et j'acceptais une chose que j'avais évitée. Mes enfants m'avaient effacé. Non pas d'un coup, pas lors d'un événement dramatique, mais petit à petit, exclusion par exclusion, annulation par annulation, silence par silence. Ils m'avaient effacé de leur vie pendant que je m'accrochais à l'illusion que nous étions une famille unie. Mais la famille unie n'existait que dans ma tête. En réalité, j'étais la maman pratique. Celle qui apparaissait sur les photos quand c'était nécessaire. Celle qui prêtait de l'argent quand ils étaient dans l'embarras. Celle qui gardait les enfants quand ils n'avaient pas d'autre option. Mais je ne faisais pas réellement partie de leur vie. Je n'étais pas une priorité. Je n'étais pas importante. Jusqu'à maintenant. Maintenant que j'avais quelque chose de valeur, maintenant je devenais intéressante. Je me levai du canapé et me dirigeai vers ma chambre. J'ouvris le tiroir de ma commode et en sortis un vieux carnet que j'avais rapporté de mon ancien appartement. À l'intérieur, j'avais noté les dates importantes pendant des années, anniversaires, fêtes de famille, événements. Je tournais les pages lentement. Ils étaient là. Toutes les fois où j'avais acheté des cadeaux et n'en avais reçu aucun. Toutes les fois où j'avais cuisiné pour des réunions auxquelles je n'étais pas invité. Toutes les fois où j'avais réservé des dates dans mon calendrier pour des événements qui furent annulés. Toutes les fois où j'avais donné, donné, ne recevant rien d'autre que des excuses. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas moi qui étais trop sensible. C'était un schéma clair, documenté, indéniable. Je refermai le carnet et le rangeai. Mais à présent,
je le voyais différemment. Ce n'était pas juste un registre de douleur. C'était une preuve. La preuve que cela n'était pas nouveau. La preuve que le désintérêt de mes enfants n'avait pas commencé avec la fête annulée. Il avait commencé il y a des années, et j'avais simplement choisi de ne pas le voir. Je m'allongeais dans mon lit neuf, dans ma chambre avec vue sur l'océan, dans cette maison qui m'appartenait de plein droit, et non par pitié ou obligation. Et je pris une décision. Je n'allais pas encore les affronter. Je n'allais pas les laisser entrer dans cette maison avant d'avoir pleinement compris ce qui s'était passé, comment j'en étais arrivé là, pourquoi ils m'avaient exclu si systématiquement, car quelque chose me disait qu'il y avait autre chose. Quelque chose me disait que ce n'était pas juste de l'insouciance ou de l'égoïsme passager. Il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que je devais découvrir avant de décider quoi faire. Je fermais les yeux, écoutant le bruit de l'océan. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentis pas coupable de faire passer mes besoins en premier. Je ne ressentis pas l'urgence de courir arranger les choses, de m'expliquer, de m'excuser d'avoir des sentiments. Je ressentis de la clarté. Une clarté froide, dure, inconfortable. Et je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais franchi une ligne invisible. Je m'étais réveillé d'un rêve dans lequel j'étais aimé pour atterrir dans une réalité où j'étais utile. Et ces deux choses n'étaient pas les mêmes. Pas du tout. Le vendredi matin, exactement une semaine après la fête annulée, quelqu'un frappa à ma porte. Non pas à l'interphone de la barrière principale, mais à la porte d'entrée elle-même, ce qui signifiait que cette personne avait réussi à franchir le portail de sécurité. Je regardai attentivement par la fenêtre et vis un homme en costume gris debout devant mon entrée, tenant une mallette en cuir marron. Je ne le reconnaissais pas. Je descendis les escaliers lentement, téléphone en main au cas où je devrais appeler la sécurité. J'ouvris la porte en laissant la chaîne de sécurité. « Madame Eleanor Vance ?» demanda l'homme d'une voix formelle mais non menaçante. « C'est à quel sujet ?» ?»« Je m'appelle David Chen. Je suis avocat. J'ai travaillé avec Monsieur Julian Thorne au cours des dernières années de sa vie. Je m'excuse de me présenter sans rendez-vous, mais il y a une question liée à la succession dont je dois discuter avec vous. C'est urgent. » Le nom de Julian fit accélérer mon cœur. Je retirai la chaîne et ouvris complètement la porte. David entra à mon invitation et nous nous assîmes dans le salon. Il posa sa mallette sur la table basse et me regarda avec une expression que je ne pus déchiffrer. Il y avait une pointe d'inquiétude dans ses yeux. « Madame Vance, je ne sais pas comment vous dire cela avec ménagement, alors je vais être direct. J'ai examiné certains documents liés au testament de Monsieur Thorne, et j'ai découvert quelque chose que je pense que vous devez savoir. » Je sentis mon estomac se nouer. Il y a environ 6 mois, votre fille Claire a tenté de contester le testament de Monsieur Thorne. Le monde s'arrêta une seconde. Quoi? Je ne pouvais pas respirer. Les mots parvenaient à mes oreilles, mais mon cerveau ne parvenait pas à les traiter. L'affaire n'a mené nulle part, poursuivit David. Elle n'avait aucune preuve car il n'y avait aucune manipulation. Monsieur Thorne était sain d'esprit lorsqu'il a rédigé ce testament. Nous avions des évaluations médicales, des déclarations de témoins, tout était documenté. Le juge a rejeté l'affaire il y a 3 mois. Il y a 3 mois, répétai-je faiblement. Oui. Et ce n'est pas tout. Au cours de l'enquête, nous avons découvert que votre fille avait passé des appels à d'anciennes connaissances de Monsieur Thorne pour trouver quelqu'un qui témoignerait contre vous. Elle a même contacté des infirmières à l'hôpital où il avait été admis. Je portai mes mains à mon visage. Cela ne pouvait pas être réel. Cela ne pouvait pas se produire. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? L'avocat chargé de l'affaire à l'époque a décidé de ne pas vous en informer pour vous épargner cette douleur. Il pensait que si l'affaire n'aboutissait pas, ce qui était le résultat le plus probable, il n'y avait aucune raison de vous faire souffrir en sachant que votre propre fille vous avait poursuivi en justice. Je n'étais pas d'accord avec cette décision, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. David ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs documents. Il les posa sur la table devant moi. Je reconnus la signature de Claire sur certains d'entre eux. Je vis des dates, des tampons officiels, des déclarations rédigées dans un jargon juridique. Il y a autre chose que vous devez savoir, dit David d'une voix mais douce. Au cours de l'enquête, j'ai parlé avec plusieurs personnes de votre entourage, des voisins de votre ancien immeuble, des collègues, des connaissances.
Je l'ai fait pour recueillir des témoignages sur votre moralité et votre relation avec Monsieur Thorne. J'hochai la tête, incapable de parler. L'une de ces personnes était Sharon, votre amie. Elle m'a dit des choses qui m'ont inquiété. Elle a dit que vos enfants s'étaient éloignés de vous depuis des années, qu'ils vous excluaient fréquemment des événements familiaux, que vous aviez mentionné vous sentir seul et oublié. Les larmes commencèrent à couler sans que je puisse les arrêter. J'ai donc commencé à enquêter un peu plus. Madame Vance, je sais que ce n'était pas mon rôle, mais quelque chose ne collait pas. Pourquoi une fille prétendument distante de sa mère s'intéresserait-elle soudainement autant à un héritage? Pourquoi quelqu'un qui ne vous rend pas visite régulièrement voudrait-il soudainement se battre pour une propriété? Il sortit un autre document de sa mallette. J'ai trouvé ceci. Ce sont les relevés financiers de votre fils, Michael. Il a contracté un prêt bancaire important il y a 8 mois, un prêt de 250 000 $ qu'il a utilisé comme apport pour une entreprise d'investissement immobilier. L'entreprise a fait faillite. Michael est lourdement endetté. Je regardais le papier sans trop comprendre où cela menait. Et votre fille Claire, elle et son mari ont acheté une nouvelle maison il y a 1 an, une maison de 500 000 $, mais selon les relevés, ils ont du retard dans leur paiement. Ils ont déjà reçu 2 avis de saisie. David me regarda avec un mélange de compassion et d'inquiétude. Madame Vance, je crois que vos enfants étaient au courant de l'héritage avant que vous ne le receviez. Je crois qu'ils savaient que Monsieur Thorne prévoyait de vous léguer quelque chose et je pense qu'ils ont essayé de contrôler la situation depuis lors. Mais comment auraient-ils pu le savoir, demandai-je d'une voix brisée. Monsieur Thorne a mentionné ses intentions à plusieurs personnes pendant sa maladie. Ce n'était pas un secret. Quiconque était proche de lui dans ces derniers mois savait qu'il prévoyait de vous léguer cette propriété. Et vos enfants, Madame Vance, se sont renseignés. Ils se sont renseignés. Oui. Il y a environ 1 an, votre fille Claire a appelé le bureau de Monsieur Thorne. Elle a parlé à sa secrétaire. Elle a dit qu'elle était votre fille et qu'elle avait besoin d'informations sur le bien-être de sa mère parce que vous travailliez pour un homme âgé. La secrétaire, pensant qu'il s'agissait d'une fille inquiète, lui a dit que Monsieur Thorne vous était très reconnaissant et avait parlé de vous inclure dans son testament. Je sentis la pièce se mettre à tourner. Après cet appel, tout avait commencé à changer, n'est-ce pas? La distance s'était accentuée, les exclusions étaient devenues plus fréquentes, les annulations de projets s'étaient multipliées. Je me souvins de l'année écoulée. Je me souvins comment, soudainement, tout était devenu plus froid, comment les appels étaient devenus plus courts, comment les visites avaient pratiquement disparu. J'avais pensé qu'ils étaient occupés, que c'était la vie moderne, que les choses étaient ainsi. Mais non, cela avait été intentionnel. Je crois, continua David prudemment, que vos enfants ont commencé à vous éloigner délibérément. Je pense qu'ils voulaient que vous vous sentiez seul, vulnérable, dans le besoin. Je pense que le plan était que, lorsqu'M. Thorne mourrait et que vous hériteriez, vous seriez si désespérés de retrouver leur proximité que vous leur donneriez tout ce qu'ils voulaient. Mais quand ils ont essayé de contester le testament et que cela n'a pas fonctionné, ils ont changé de stratégie. Ils ont décidé d'attendre. Attendre que vous emménagiez. Attendre d'avoir accès à la propriété. Attendre le bon moment pour se rapprocher à nouveau. J'essuyai mes larmes de mes mains tremblantes. C'est pour cela qu'ils ont annulé ma pendaison de crémaillère, dis-je d'une voix à peine audible, comprenant enfin. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un test. Ils voulaient voir comment vous réagiriez. Ils voulaient vous maintenir dans cet état de besoin affectif. S'ils étaient venus à votre fête, vous auriez été heureuse, forte, en train de célébrer. Ils avaient besoin que vous continuiez à vous sentir rejeté. Mais quand ils ont vu les photos du manoir, continuai-je, ils ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur. Ils ont réalisé que ce n'était pas une petite maison modeste. C'était une propriété de grande valeur. Et alors, ils ont voulu venir. Exactement. Nous restâmes assis en silence. Le son de l'océan entrait par les fenêtres ouvertes, mais je l'entendais à peine. Mon esprit tentait d'assimiler tout ce que je venais de découvrir. Mes enfants ne m'avaient pas seulement oublié. Ils m'avaient exclu exprès. Ils m'avaient manipulé émotionnellement. Ils avaient essayé de voler mon héritage. Ils avaient essayé de détruire ma réputation devant un juge. Tout cela pour de l'argent. Tout cela pour une propriété. Qu'est-ce que je fais maintenant, chuchotai-je.
David se pencha en avant, le regard plein de détermination. Maintenant, Madame Vance, c'est vous qui décidez. Vous avez toutes les informations. Vous avez toutes les preuves. Vous avez le pouvoir. La question est, que voulez-vous en faire? Je regardais les documents sur la table, les signatures de mes enfants sur des papiers juridiques tentant de m'enlever ce qui m'appartenait, les preuves de leur dette, les preuves de leur manipulation, et quelque chose en moi. Quelque chose qui était brisé depuis des années, commença à s'endurcir. David resta tout l'après-midi. Nous examinâmes chaque document, chaque preuve, chaque détail de ce qu'il avait découvert. Je pris des notes dans un carnet d'un geste qui ne tremblait plus. Le choc initial s'était transformé en quelque chose de différent, quelque chose de froid et de clair. J'ai besoin de plus d'informations, lui dis-je après avoir tout lu pour la 3e fois. Je veux savoir exactement ce qu'ils ont fait. Chaque démarche, chaque mensonge, tout. David hocha la tête. Je peux vous aider. J'ai des contacts, des enquêteurs privés discrets. Nous pouvons obtenir les relevés téléphoniques, les mouvements bancaires, les emails si nécessaire. C'est légal. Tout ce que je propose est tout à fait légal. Ce sont des archives publiques ou des informations que la loi m'autorise à obtenir. Nous n'allons rien faire de douteux, Madame Vance. Nous allons simplement rassembler la vérité. Je lui donnai mon autorisation. David passa quelques appels depuis mon salon. Il parla à voix basse à des personnes qui semblaient savoir exactement quoi faire. Lorsqu'il raccrocha, il me regarda sérieusement. « Donnez-moi une semaine. Une semaine et vous aurez un tableau complet de ce qui s'est passé. » Cette semaine-là fut la plus longue de ma vie. Je continuai d'ignorer les messages insistants de Claire et Michael, n'y répondant que par un laconique « Je vais bien. J'ai juste besoin de temps. » Ils devinrent plus désespérés, plus manipulateurs. Claire m'envoya même une photo de ma petite fille avec un dessin qui disait « Tu me manques, mamie ». Je fixai cette photo pendant de longues minutes, sentant la douleur et la rage se mélanger dans ma poitrine. Ils utilisaient l'enfant. Ils utilisaient ma propre petite fille pour me manipuler. Sharon venait me voir tous les 2 jours. Elle apportait de la nourriture, s'asseyait avec moi sur la terrasse, m'écoutait quand j'avais besoin de parler. Elle ne me jugeait pas. Elle ne me disait pas quoi faire. Elle était simplement là, l'amie que mes propres enfants n'avaient jamais été. « Tu sais ce qui fait le plus mal ?» lui dis-je un après-midi alors que nous regardions le coucher du soleil. Ce n'est pas qu'ils voulaient l'argent. C'est qu'ils étaient prêts à me détruire pour l'obtenir. Ils allaient me traiter de manipulatrice devant un juge. Ils allaient dire que j'avais abusé d'un homme malade. Ils allaient ruiner mon nom, ma réputation, tout ce que je suis. Sharon me prit la main. Mais ils ne l'ont pas pu, parce que la vérité est plus forte que leurs mensonges. Le mercredi de cette semaine-là, David se présenta avec 2 classeurs épais. Il les posa sur la table de la salle à manger et s'assit en face de moi avec une expression grave. « Ce que vous allez lire ne sera pas facile, Eleanor. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? J'ai besoin de savoir. » Il ouvrit le premier classeur. À l'intérieur se trouvaient des relevés téléphoniques, des transcriptions de messages, des captures d'écran de conversation. David avait tout obtenu légalement via des ordonnances judiciaires liées à l'affaire de contestation du testament. Je commençai à lire, et à chaque page, je sentis mon cœur se briser un peu plus. Il y avait des messages entre Claire et Michael datant d'il y a 2 ans. « Maman travaille pour ce vieil acteur. Renseigne-toi pour savoir s'il a de l'argent. Tu penses qu'il lui laissera quelque chose à sa mort? Nous devons être prêts. » Il y avait une conversation où Claire disait à son mari, « Si maman hérite de quelque chose de grand, nous devons agir vite. Elle est fragile émotionnellement. Si nous la gardons à distance, elle sera désespérée de nous retrouver. Elle nous donnera tout ce qu'on lui demandera. » Il y avait des messages de Michael à un ami, « Ma mère va avoir une maison d'1 million de dollars. Le problème, c'est que je ne peux rien lui demander directement. Elle est têtue. Mais si on fait en sorte qu'elle se sente seule, elle essaiera de nous acheter avec de l'argent. Elle l'a toujours fait. » Je lus jusqu'à ce que les mots se brouillent. David me tendit un verre d'eau. Je pris une profonde inspiration et continuai ma lecture. Il y avait des relevés bancaires montrant que Michael avait demandé de l'argent à Claire pour rembourser le prêt qu'il avait perdu. « Fais en sorte que maman signe une procuration.
Dis-lui que c'est pour l'aider avec les papiers légaux. Une fois que nous aurons accès à ses comptes, nous pourrons gérer la situation. Il y avait des emails entre Claire et l'avocat qu'elle avait engagé pour contester le testament. Dans l'un d'eux, Claire écrivait « Ma mère est une femme simple. Elle n'a aucune éducation formelle. Elle a convaincu un homme vulnérable de lui laisser une propriété de plusieurs millions de dollars. Il s'agit clairement d'une influence indue. » Je dus m'arrêter. Je fermai les yeux, respirant profondément. Une femme simple. C'est ainsi que ma propre fille m'avait appelé. Comme si j'étais stupide. Comme si je ne valais rien. Il y a autre chose, dit doucement David. Dans le deuxième classeur, il y a des informations sur les exclusions. J'ouvris le second volume, mes mains tremblant de nouveau. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran d'un fil de discussion de groupe. Un groupe familial dont je ne faisais pas partie. Le nom du groupe était « Privé Famille Vance ». Je lus les messages. Il y en avait des centaines. « Est-ce qu'on invite maman au baptême ?» demandait Michael. « Non, elle va vouloir être sur toutes les photos et après elle les publie sur Facebook avec des commentaires embarrassants », répondait Claire. « C'est l'anniversaire de maman la semaine prochaine. » « Je sais, mais j'en ai assez de faire semblant. Envoyons-lui juste des fleurs. Maman demande pourquoi on ne l'a pas invité au dîner de Noël. Dis-lui qu'il n'y a pas assez de place ou invente quelque chose. Elle s'en remettra. Ma belle-mère dit qu'on devrait plus inclure ta mère. Ta belle-mère n'a pas à la supporter. Maman est épuisante, toujours à vouloir de l'attention, toujours à avoir besoin de validation. C'est juste plus facile de la garder à distance. Il y avait des messages se moquant de mes cadeaux. Maman m'a encore envoyé une carte faite à la main. Trop ringard. Il y avait des messages se plaignant de mes appels. Maman a encore appelé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il y avait des messages coordonnant les événements familiaux, en s'assurant spécifiquement que je ne la prenne pas. Et le pire de tout, il y avait des messages concernant la stratégie d'exclusion. Claire avait écrit, si nous la gardons hors du cercle familial, elle sera si désespérée que, lorsqu'elle héritera de cette maison, elle fera n'importe quoi pour nous récupérer. C'est de la psychologie de base. Plus elle se sentira seule, plus elle sera généreuse avec nous. Michael avait répondu, tu as raison. Continuons comme ça. Je refermai le classeur. Je ne pouvais plus lire. Je me levai de ma chaise et marchai vers la baie vitrée. Je fixai l'océan sans vraiment le voir. Mon cerveau tentait de digérer ce que je venais de découvrir. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas moi qui étais trop sensible. Ce n'était pas un accident. C'était un plan conscient, délibéré, cruel. Mes propres enfants s'étaient assis pour concevoir une stratégie visant à m'isoler émotionnellement. Ils avaient créé un groupe de discussion familiale sans moi. Ils avaient coordonné les exclusions. Ils avaient transformé ma solitude en une arme à utiliser contre moi. Madame Vance, dit David derrière moi. Il y a encore une chose que vous devez savoir. Je me retournai. Je ne savais pas si je pouvais en supporter davantage. Nous avons trouvé des preuves que Claire a essayé de contacter un notaire il y a 2 mois. Elle voulait des informations sur la manière de se faire désigner comme unique bénéficiaire en cas de décès ou d'incapacité. Elle s'est spécifiquement renseignée sur les procédures lorsque la personne a plus de 65 ans. Mon sang ne fit qu'un tour. Cela n'a pas abouti, précisa rapidement David. Le notaire lui a dit qu'elle aurait besoin de votre consentement explicite et de votre signature certifiée. Mais le fait qu'elle ait essayé signifie qu'il planifiait déjà l'étape suivante. J'avais compris. Il ne voulait pas seulement que je leur donne la maison. Il voulait s'assurer que si je mourais, ils hériteraient de tout. David hocha lentement la tête. Je me rassis sur ma chaise. Je posai mes mains sur les classeurs, sentant le poids de tout ce papier, de toutes ces preuves, de cette trahison documentée. Qu'est-ce que je fais de tout cela, David? C'est à vous de décider. Vous pouvez les affronter. Vous pouvez garder vos distances sans rien dire. Vous pouvez engager des poursuites judiciaires pour protéger vos biens, ou vous pouvez faire les 3. Je fixai les classeurs pendant un long moment. Je pensais à toutes les années passées à justifier leurs absences. Tous les anniversaires célébrés seuls, en me disant qu'ils étaient occupés.
Toutes les fois où j'avais m'étais senti invisible et où je m'étais convaincu que j'exagérais. Mais je n'avais pas exagéré. Tout était réel. Et pire, cela avait été intentionnel. Je veux faire quelque chose, dis-je enfin d'une voix ferme. Mais je ne veux pas le faire sous le coup de la colère. Je ne veux pas être impulsive. Je veux que ce soit parfait. David sourit légèrement. Alors nous allons planifier cela correctement. Nous allons rassembler chaque élément de preuve. Nous allons tout préparer minutieusement. Et quand vous serez prête, quand le moment sera venu, vous les affronterez avec la vérité d'une manière qu'ils ne pourront ni nier, ni manipuler, ni fuir. De combien de temps as-tu besoin? Donne-moi 3 jours de plus. Je vais préparer un dossier complet avec des copies certifiées, des documents notariés, le tout organisé chronologiquement. Quand tu auras fini de le lire, tu sauras exactement quoi dire et comment le dire. J'acquiesçai. 3 jours. Cette nuit-là, après le départ de David, alors que je me retrouvais seul à nouveau, je ne pleurais pas. Je ne m'apitoyais pas sur mon sort. Je ressentis quelque chose de différent. Je ressentis de la détermination. Je ressentis de la clarté. Je ressentis du pouvoir. Mes enfants avaient passé des années à jouer avec moi, à me manipuler, à m'utiliser. Mais le jeu était terminé parce que désormais, je connaissais la vérité. Et la vérité, comme l'avait dit Sharon, était plus forte que n'importe quel mensonge. Les 3 jours qui suivirent, je les passais dans un état de calme étrange. Ce n'était pas de la paix à proprement parler, mais quelque chose de plus froid, une résolution tranquille qui me faisait me lever chaque matin avec un but. David m'avait confié une tâche spécifique, écris tout ce que tu veux leur dire, chaque sentiment, chaque souvenir, chaque question restait sans réponse. Je m'assis sur la terrasse avec mon carnet et commençai à écrire. Au début, les mots sortirent rapidement, pleins de douleur et de rage. Mais au fil des heures, quelque chose changea. Les mots devinrent plus clairs, plus précis, mais puissants. Je n'écrivais pas un accès de colère émotionnelle. J'écrivais un témoignage, un énoncé de faits que personne ne pouvait réfuter. Sharon passa le 2e jour et me trouva entouré de papiers. Je lui montrai ce que j'avais fait. Elle lut en silence. Et quand elle eut fini, elle avait des larmes dans les yeux. C'est puissant, Eleanor. Très puissant. Il le faut, répondis-je. Parce que je n'aurai qu'une seule chance, une seule conversation où tout sera mis en lumière. Et il ne doit y avoir aucune place pour qu'il manipule, invente des excuses ou me fasse douter. Quand vas-tu faire cela? Bientôt. Très bientôt. Le 3e jour, David arriva avec une mallette encore plus grande que la précédente. Nous l'ouvrîmes sur la table de la salle à manger et passâmes des heures à tout organiser. Il y avait 3 classeurs à présent, chacun marqué d'un nom. Un pour Claire, un pour Michael, et un pour moi. Tout est dans ces classeurs, expliqua David, organisé de manière chronologique. Preuves documentaires, déclarations certifiées, rapports officiels, tout ce dont vous avez besoin pour prouver chaque point que vous voulez soulever. J'examinai le contenu avec soin. Il y avait des copies des messages du groupe de discussion familiale. Il y avait les relevés des appels qu'ils ne m'avaient jamais passés. Il y avait des preuves des événements auxquels je n'avais pas été invité, avec des dates exactes et des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux. Il y avait les documents de la tentative de contestation du testament. Il y avait les relevés financiers montrant leurs dettes. Il y avait tout. Et maintenant? Demandai-je. Maintenant, c'est vous qui décidez comment procéder. Vous pouvez les appeler séparément. Vous pouvez les réunir. Vous pouvez le faire dans un endroit neutre ou ici, chez vous. C'est vous qui contrôlez la situation, Eleanor. Je réfléchis longuement. J'imaginais différents scénarios. J'imaginais leurs visages, leurs réactions, leurs tentatives pour se défendre, et alors je sus exactement quoi faire. Je vais les inviter ici pour un dîner, tous les deux, en même temps, avec leurs conjoints. Je vais tout préparer comme s'il s'agissait d'une célébration, comme si j'étais enfin prête à les accueillir dans ma nouvelle maison. David hocha lentement la tête. Une dernière chance pour eux d'être honnêtes. Exactement. Et quand ils échoueront, parce qu'ils échoueront, c'est là que je leur montrerai ce que je sais. Cet après-midi-là, je leur envoyai un message à tous les deux. Je gardai un ton léger, presque enjoué. Les enfants,
je suis désolé d'avoir été si occupé. Je suis enfin prête à ce que vous voyez la maison. Que diriez-vous de samedi pour un dîner? Nous allons enfin fêter cela ensemble. Les réponses arrivèrent en quelques minutes. De Claire, bien sûr, maman, nous serons là. Il était temps. De Michael, parfait. Maman, tu ne sais pas à quel point j'avais envie de te voir. Je lus leur message sans rien ressentir. Ni douleur, ni colère, juste cette clarté froide qui s'était installée en moi. Je passais les jours suivants à tout préparer avec une précision chirurgicale. Je nettoyais la maison jusqu'à ce que chaque surface brille. J'achetais des fleurs fraîches pour chaque pièce. Je choisis le menu avec soin, chacun de leurs plats préférés. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais qu'ils n'aient aucune excuse pour dire que je ne les avais pas accueillis chaleureusement. Sharon m'aida pour les préparatifs. Également, nous cuisinions ensemble le vendredi après-midi. Elle me demanda, « Es-tu sûr de vouloir faire ça? Il n'y aura pas de retour en arrière possible après-demain. » Je sais, répondis-je en coupant des légumes. Mais il n'y a pas de retour en arrière possible de toute façon. J'ai déjà vu la vérité. Je sais déjà qui ils sont vraiment. La seule chose que je peux choisir maintenant, c'est de garder le silence ou de parler. Et tu vas parler. Je vais parler. Samedi se leva avec un ciel dégagé. Je passais la matinée à régler les derniers détails. Je dressais la table avec ma plus belle vaisselle. J'installais des bougies. J'attachais les serviettes avec des rubans couleur crème. Tout avait l'air élégant, chaleureux, parfait. À 15 heures, je pris une douche et m'habillai. Je mis une robe simple mais élégante, gris perle. Je me maquillais légèrement. Je me coiffais avec soin. Quand je me regardais dans le miroir, je vis une femme différente de celle que j'étais un mois plus tôt. Il y avait quelque chose dans mes yeux, quelque chose de dur et de clair qui n'y était pas auparavant. David arriva à 16 heures. Il apporta les classeurs, que nous plaçâmes dans un cabinet ancien dans un coin de la salle à manger. Personne ne savait qu'ils étaient là à moins que je ne décide de les sortir. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête. » À 17 heures pile, on sonna à la porte. Je pris une profonde inspiration et allai ouvrir. Claire arriva la première avec son mari. Elle portait un bouquet de fleurs et affichait un immense sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maman, dit-elle en m'enlaçant. Tu es magnifique. » Son étreinte semblait fausse, mécanique, comme quelque chose de répété. Je la fis entrer et les conduisis au salon. Je regardais ses yeux balayer chaque détail de la maison, calculant, évaluant, estimant. Elle n'admirait pas ma maison. Elle en faisait l'inventaire. « C'est incroyable, » dit son mari. « Combien de mètres carrés fait-elle? » Je ne suis pas sûr exactement, mentis-je. Je savais qu'elle faisait 370 mètres carrés. Je n'avais jamais mesuré. 10 minutes plus tard, Michael arriva avec sa femme. La scène se répéta. Des étreintes qui ne semblaient pas réelles. Des compliments exagérés. Des questions sur la maison déguisées en intérêt occasionnel. Je les installai tous au salon et leur servis du vin. Nous parlâmes de choses triviales. Le temps, la circulation, la difficulté de trouver une place de parking. Personne ne mentionna la fête annulée. Personne ne s'excusa pour les semaines de silence précédant le moment où ils surent que ma maison était un manoir. J'observais chaque geste, chaque regard qu'ils échangeaient lorsqu'ils pensaient que je ne regardais pas. Claire touchait le bras de Michael lorsqu'il commençait à trop parler. Michael faisait des signes des yeux lorsqu'il pensait que quelqu'un disait la mauvaise chose. Ils étaient coordonnés. Ils suivaient un plan. À 18 heures, je les invitai dans la salle à manger. Ils firent tous des bruits d'admiration en voyant la table dressée. Ils s'assirent aux places que j'indiquais. Je restai debout un moment, les regardant tous depuis le bout de la table. Avant de commencer, dis-je d'une voix calme, je veux vous remercier d'être venus. Je sais que vous avez été occupés. Je sais que vos vies sont compliquées, alors j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps d'être ici aujourd'hui. Bien sûr, maman, dit rapidement Claire. Nous avons toujours du temps pour toi. Je suis désolé si tu as pensé le contraire. Je souris, mais ne dis rien. Je commençai à servir le dîner. Premier plat, une soupe de potiron que Claire adorait quand elle était enfant. Deuxième plat,
Un poulet rôti avec des pommes de terre que Michael demandait toujours. Salade fraîche, pain fraîchement cuit, le tout préparé de mes propres mains, avec soin, avec précision, pendant qu'ils mangeaient et parlaient entre eux. Je touchais à peine à ma nourriture. Je les observais. Je regardais comment ils agissaient comme si de rien n'était. Comme si les dernières années d'exclusion n'avaient pas existé. Comme si le message annulant ma fête n'avait été qu'un malentendu insignifiant. Maman, dit Michael après le deuxième plat, je dois te dire quelque chose. J'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. J'ai l'impression que nous nous sommes éloignés et je n'aime pas ça. Tu es ma maman. Tu es importante pour moi. Les mots sonnaient répétés, comme les répliques d'un script. Je ressens la même chose, ajouta Claire. Nous devrions nous voir plus souvent. En fait, je pensais que nous pourrions en faire une tradition. Des dîners mensuels ici, chez toi. Qu'en penses-tu? Voilà la véritable raison de leur intérêt. Un accès régulier à ma maison, à mon espace, à ma propriété. Ça a l'air bien, dis-je sans m'engager. Qui veut du dessert? Je servis la tarte au citron que j'avais préparée, la même que Claire demandait pour ses anniversaires quand elle était petite. Elle prit une bouchée et ferma les yeux. Maman, elle a exactement le goût dont je me souviens. Personne ne fait la tarte au citron comme toi. Pendant un instant, juste un instant, je ressentis un pincement dans la poitrine. Un écho de l'amour que je ressentais quand mes enfants étaient petits et avaient vraiment besoin de moi. Quand j'étais leur monde entier et qu'ils étaient le mien. Mais ce moment passa rapidement parce que la petite fille qui aimait cette tarte avait grandi pour devenir une femme qui avait tenté de voler mon héritage. Le garçon qui courait m'enlacer quand je rentrais du travail était devenu un homme qui calculait comment manipuler mes émotions pour son profit. Je suis ravi que cela vous plaise, dis-je simplement. Nous finîmes le dessert dans un silence relativement confortable. Nous bûmes du café. Claire commença à parler de ses projets de rénovation de sa maison. Michael mentionna une nouvelle idée d'entreprise. Leurs conjoints partagèrent des anecdotes. Tout était très normal, très civilisé. Et puis, alors que les assiettes étaient vides et les verres presque terminés, je me levai de ma chaise. Il y a quelque chose que je veux vous montrer, dis-je d'une voix calme. Quelque chose d'important. Je marchai vers le cabinet dans le coin et en sortis les 3 classeurs. Je les posai sur la table, un devant chacun de mes enfants. Je vis leurs expressions changer. Comment le sourire de Claire se figea. Comment Michael pâlit. Ouvrez-les, dis-je. Prenez votre temps. Lisez tout. Le silence qui suivit fut aussi épais que du béton. Claire ouvrit son classeur la première, de ses mains qui n'étaient plus très fermes. Michael l'imita une seconde plus tard. Je regardai leurs yeux parcourir la première page, puis la seconde. Then ils s'arrêtèrent de tourner les pages parce qu'ils comprirent exactement ce qu'ils avaient sous les yeux. « Maman, qu'est-ce que c'est » demanda Claire d'une voix aiguë. « C'est la vérité » répondis-je calmement. Continuez à lire. Le mari de Claire se pencha pour voir le contenu du classeur. Michael fixait les pages sans ciller, le visage de plus en plus rouge. Sa femme posa une main sur son bras, mais il ne réagit même pas. Tout est là-dedans, continuai-je. Les messages du groupe de discussion familiale dont j'étais exclu, les relevés des événements auxquels je n'ai pas été invité. Les conversations où vous coordonniez la façon de me garder à distance, la preuve de la tentative de contestation du testament, les documents concernant vos dettes financières, tout. C'est une invasion de la vie privée. S'écria Claire en refermant brusquement le classeur. Tu n'avais aucun droit de faire des recherches sur nous. Tout ce qui se trouve dans ces classeurs a été obtenu légalement, répondis-je, imperturbable. Ce sont des archives publiques, des documents judiciaires ou des informations que la loi m'autorise à obtenir. Rien de ce que vous voyez là n'est illégal, contrairement à ce que vous avez essayé de faire. Michael n'avait toujours pas parlé. Il fixait simplement les papiers avec horreur. Je veux que vous m'expliquiez, dis-je en me rasseyant sur ma chaise. Je veux que vous me disiez pourquoi. Pourquoi avez-vous créé un groupe de discussion familiale sans moi? Pourquoi avez-vous passé des années à m'exclure systématiquement? Pourquoi as-tu essayé de contester mon héritage, Claire? Pourquoi as-tu planifié de manipuler mes émotions pour avoir accès à cette propriété? Maman, ce n'est pas ce que tu crois, commença Claire. Alors dis-moi ce que c'est.
Explique-moi ce que cela signifie quand tu as écrit textuellement, si nous la gardons hors du cercle familial, elle sera si désespérée que, lorsqu'elle héritera de cette maison, elle fera n'importe quoi pour nous récupérer. Explique-moi cela, Claire. Explique-moi comment ce n'est pas exactement ce que l'on croit. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Je la regardais chercher quelque chose à dire, une excuse, une justification. Elle ne trouva rien. Et toi, Michael, me tournai-je vers mon fils. Tu as dit à un ami que j'étais têtu, mais que si tu me faisais me sentir seul, j'essaierais de vous acheter avec de l'argent parce que je l'ai toujours fait. C'est ainsi que tu me vois? Comme quelqu'un qui achète de l'affection? Michael déglutit difficilement. Maman, j'étais en colère quand j'ai dit ça. Je ne le pensais pas, en colère contre quoi? Parce que j'ai reçu un héritage que j'ai mérité par 15 ans de travail honnête. Parce que quelqu'un a enfin valorisé mon dévouement et ma loyauté? Cela t'a mis en colère? Ce n'est pas ça, marmonna-t-il. Alors qu'est-ce que c'est, Michael? Explique-le-moi. Parce que j'ai des documents ici qui montrent que tu as contracté un prêt de 250 000 $, que tu as perdu cet argent dans une entreprise en faillite, et que tu es maintenant lourdement endetté. Et soudain, quand ta mère hérite d'une propriété de valeur, tu veux te rapprocher à nouveau. Comme c'est pratique. Sa femme pâlit. Il était clair qu'elle ne savait pas tout. Et toi, Claire, continuai-je, toi et ton mari avez acheté une maison de 500 000 $. Vous avez 2 avis de saisie. Vous êtes sur le point de perdre cette propriété. Et donc, tu décides que c'est le moment idéal pour contester le testament d'un homme que tu ne connaissais même pas. Pour me traiter de manipulatrice devant un juge, pour dire que j'ai abusé de la confiance d'une personne vulnérable. Nous avions le droit de contester ce testament, dit Claire, retrouvant un peu de voix. C'était suspect qu'un homme riche te laisse tout. Il ne m'a pas tout laissé. Il m'a laissé cette maison, seulement cette maison. Et ce n'était pas suspect. C'était juste. J'ai passé 15 ans à m'occuper de lui. J'étais avec lui dans ses pires moments. Je l'ai écouté quand plus personne n'avait de temps pour lui. J'ai été loyal, dévoué, honnête, et il l'a reconnu. Ce n'est pas de la manipulation, Claire. Cela s'appelle le mériter. Mais tu le savais déjà, accusa-t-elle. Tu savais qu'il allait te laisser quelque chose et tu ne nous l'as jamais dit. Pourquoi aurais-je dû vous le dire? Pour que vous puissiez planifier comment me le prendre encore plus tôt? Pour que vous commenciez à me traiter comme vous l'avez fait? Comment avons-nous traité? Demandait Michael sur la défensive. Je me levai de ma chaise. Je sentis la rage que j'avais réprimée commencer à monter, mais je la contrôlais. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas perdre le contrôle. J'allais être claire, précise, dévastatrice. Vous m'avez exclu de ma propre famille. Vous avez créé des événements sans m'inviter. Vous avez coordonné des réunions en vous assurant que je ne le sache pas. Vous avez créé un groupe de discussion intitulé Famille Vance et vous m'avez laissé de côté. Vous vous êtes moqué de mes cadeaux faits main. Vous avez ignoré mes appels. Vous avez annulé des projets encore et encore. Vous m'avez fait me sentir invisible, inutile, comme un fardeau. Je tournais autour de la table tout en parlant. Mon 65e anniversaire. Vous m'avez laissé seul dans ce restaurant, à attendre pendant 1 heure. La remise des diplômes de ma petite fille. Vous ne m'avez même pas dit quand elle avait lieu. Noël dernier. Vous avez tous les deux annulé le jour même, me laissant seul avec de la nourriture pour 10 personnes. Mon opération de la vésicule biliaire. Michael, tu es apparu alors que j'étais déjà en salle de réveil et tu es parti 20 minutes plus tard. Maman, nous avions des choses à faire, tenta Michael. Quelle chose? Quelle chose était plus importante que ta mère sortant d'une opération? Quelle chose était plus importante que de passer Noël avec moi? Quelle chose était si urgente que vous ne pouviez même pas envoyer un message honnête? Aucun d'eux ne répondit. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous n'aviez pas de choses à faire. Vous ne vouliez simplement pas être avec moi. Parce que je n'étais pas amusante. Parce que je n'avais rien à vous offrir. Parce que j'étais juste la maman qui prêtait de l'argent et ne demandait jamais à être remboursée. La maman qui comprenait toujours, pardonnait toujours, attendait toujours. Je revins à ma chaise mais ne m'assis pas. Je restai là à les regarder tous les deux. Mais quand j'ai hérité de cette maison,
quand j'ai soudainement eu quelque chose de valeur, alors vous avez voulu venir. Alors vous aviez du temps. Alors la belle-mère de Michael pouvait attendre. Comme vous avez rapidement changé d'avis en voyant les photos. Ce n'était pas comme ça, dit Claire faiblement. Alors c'était comment? Expliquez-le-moi. Expliquez pourquoi vous avez annulé ma pendaison de crémaillère et que, 2 heures après avoir vu mes photos sur Instagram, vous étiez désespéré de me rendre visite. Expliquez cette coïncidence. Claire regarda Michael. Michael regarda le sol. Leur conjoint ne savait pas où regarder. Je vais vous dire comment c'était, continuai-je. Vous pensiez que j'allais hériter d'une petite maison modeste, quelque chose de petit sans grande valeur. C'est pour cela que vous vous moquiez d'annuler. C'était juste une autre fête ennuyeuse pour maman dans une maison sans importance. Mais quand vous avez vu que c'était un manoir, quand vous avez compris que cela valait 2 millions de dollars, alors vous vous êtes intéressé, car il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de ce que je possédais. Ce n'est pas juste, dit Michael en levant les yeux. Juste? Tu veux me parler de ce qui est juste? Est-ce juste que j'ai passé des années à vous élever seul après que votre père nous a abandonnés? Est-ce juste que j'ai cumulé 3 emplois pour vous donner une éducation? Est-ce juste que j'ai vendu la voiture de mon père pour te donner l'apport de ta maison, Michael? Est-ce juste que tu ne m'aies jamais remboursé ces 5 000 dollars? Est-ce juste que je vous ai prêté plus de 12 000 dollars au total et que je n'en ai jamais revu un centime? Michael pâlit. Sa femme le fixa avec des yeux écarquillés. Il était évident qu'elle n'était pas non plus au courant pour cet argent. Est-ce juste que tu m'as qualifié de femme simple dans des documents juridiques, Claire? Est-ce juste que tu aies essayé de convaincre un juge que j'avais manipulé un homme malade? Est-ce juste que tu aies contacté des infirmières à l'hôpital pour trouver quelqu'un qui témoigne contre moi? Claire commença à pleurer, mais ses larmes ne m'émurent pas. J'avais trop pleuré seul pendant trop d'années. Est-ce juste que vous ayez planifié cela? Que vous vous soyez assis pour concevoir une stratégie visant à m'isoler émotionnellement afin que, lorsque j'hériterai de quelque chose, je sois si désespéré de vous récupérer que je vous donnerai tout ce que vous vouliez? C'est de la psychopathie, Claire. Ce n'est pas seulement de l'égoïsme. C'est de la cruauté calculée. Ce n'était pas comme ça, sanglota-t-elle. Nous voulions juste nous protéger. Vous protéger de quoi? De votre propre maman? Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous ayez besoin de protection? Tu as toujours été si exigeante, dit Claire en essuyant ses larmes. Tu as toujours voulu de l'attention, toujours eu besoin de validation, toujours appelé, toujours demandé, toujours voulu être impliqué dans tout. Ces mots m'atteignirent, mais ils ne me brisèrent pas. Comme c'est terrible, dis-je d'une voix douce et froide. Comme c'est terrible qu'une maman veuille être impliquée dans la vie de ses enfants. Comme c'est exigeant qu'elle appelle de temps en temps pour savoir comment ils vont. Comme elle est dans le besoin de vouloir être invitée aux événements familiaux. Vous avez raison. Je suis horrible. Maman, je ne voulais pas dire ça comme ça, tenta Claire. Si, tu le voulais. Tu l'as écrit dans des messages. Tu l'as dit dans des conversations. Tu l'as pensé chaque fois que tu as décidé de m'exclure. Et tu sais ce qui est triste, Claire? Le plus triste, c'est que j'aurais compris si tu avais été honnête avec moi. Si tu avais dit, maman, nous avons besoin d'espace. Maman, parfois c'est trop. Maman, nous sommes occupés. J'aurais compris. Cela aurait fait mal, mais j'aurais respecté cela. Je tournai à nouveau autour de la table. Mais vous n'avez pas fait cela. Vous avez menti. Vous avez fait semblant. Vous avez manipulé. Vous m'avez utilisé quand cela vous arrangeait et m'avez rejeté quand ce n'était plus le cas. Et maintenant vous êtes ici, dans ma maison, à manger ma nourriture, à boire mon vin, après avoir passé des années à me traiter comme si je n'avais pas d'importance. Et qu'attendez-vous exactement? Que je vous pardonne? Que je fasse comme si rien de tout cela ne s'était produit? Le silence fut absolu. On n'entendait que l'océan au dehors et les légers sanglots de Claire. Je veux que vous partiez, dis-je enfin. Je veux que vous emportiez vos classeurs, que vous lisiez tout pour bien comprendre ce que vous avez fait, et ensuite je veux que vous réfléchissiez pour savoir si vous croyez vraiment mériter de faire partie de ma vie. Maman, commença Michael en se levant. Non, l'arrêtai-je. Pas maintenant. Plus d'excuses. Plus de mensonges. Vous partez. Ils partirent en silence. Claire en pleurs.
Michael la tête basse, leur conjoint ne sachant que dire. Je les regardais passer la porte, marcher vers leur voiture, démarrer et disparaître sur la route qui descendait de la colline. Je restais sur le seuil jusqu'à ce que leurs feux arrière se perdent dans l'obscurité. Quand je refermai la porte, le silence de la maison m'enveloppa, mais il ne me sembla pas vide. Il me sembla propre, comme après une tempête quand l'air sent différemment, plus frais, plus réel. Sharon arriva 1 heure plus tard. J'étais toujours assise sur la terrasse à regarder l'océan noir sous la lune. Elle ne posa aucune question. Elle s'assit simplement à côté de moi et posa sa main sur la mienne. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle après un moment. « Je ne sais pas » répondis-je honnêtement. « J'ai l'impression que je devrais ressentir quelque chose de plus. De la douleur, du soulagement, de la rage, mais je me sens juste fatigué, comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant des années et que je l'avais enfin posé. C'est exactement ce que tu as fait. » Je dormis profondément cette nuit-là pour la première fois depuis des semaines. Pas de cauchemar, pas de réveil en sursaut, sans ce nœud à l'estomac qui m'accompagnait depuis si longtemps. Quand j'ouvris les yeux le lendemain matin, le soleil entrait à flot par les fenêtres et j'entendais les mouettes au-dessus de la mer. Je vérifiai mon téléphone. Il y avait des messages de tous les deux. De Claire d'abord, « Maman, nous devons parler. S'il te plaît. » De Michael ensuite, « Maman, je suis tellement désolé pour tout. Vraiment. Donne-moi une chance de m'expliquer. » Je ne répondis pas. Je n'étais pas encore prête. Les jours suivants furent étranges. Je me déplaçais dans la maison avec un sentiment de légèreté que je n'avais pas connu depuis des années. Je peignais, je lisais, je marchais sur la plage. Sharon passait souvent et parfois nous restions assises pendant des heures sans parler, profitant simplement de cette compagnie tranquille. 1 semaine après la confrontation, Michael se présenta sans prévenir. Il sonna plusieurs fois à la porte jusqu'à ce que je réponde enfin à l'interphone. « Maman, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. » J'hésitais, mais quelque chose dans sa voix semblait différent. Moins défensif, mais brisé. Je le fis monter. Il gravit les escaliers lentement, comme si son corps était lourd. Quand il entra, je vis qu'il avait perdu du poids. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Ce n'était plus le même homme confiant qui était venu dîner. « J'ai tout lu » dit-il sans s'asseoir. J'ai lu chaque page de ce classeur, encore et encore. Et tu as raison, pour tout. Je n'ai pas d'excuses, maman. Je n'ai pas de justification. Ce que nous avons fait était impardonnable. Je restais silencieuse, à l'écoute. J'ai laissé Claire diriger. Ses projets, sa façon de voir les choses. Elle était toujours plus forte, plus décidée, et j'ai juste suivi. Je pensais que cela me rendait moins coupable, mais maintenant je comprends que cela me rend tout aussi coupable. Peut-être plus, parce que je savais que c'était mal, et je l'ai fait quand même. Il passa ses mains sur son visage. Ma femme ne savait rien pour l'argent que je t'avais demandé, pour les projets de Claire, pour aucune des choses que nous avons faites. Quand je lui ai montré le classeur, elle a failli me quitter. Elle le fera peut-être encore. Elle m'a dit que je suis un lâche. Et elle a raison. Pourquoi es-tu venu, Michael, demandai-je d'une voix calme. Parce que j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Que je comprends ce que j'ai perdu. Pas la maison, pas l'argent. Toi. J'ai perdu ma maman. J'ai perdu la personne qui était toujours là, qui donnait toujours tout, qui ne demandait jamais rien de réel en retour. Et je l'ai perdu parce que j'étais égoïste, lâche et cruel. Je sentis quelque chose se détendre un peu dans ma poitrine. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, continua-t-il. Je ne m'attends pas à ce que nous revenions à ce que nous étions, car ce que nous étions était brisé depuis longtemps et je ne voulais pas le voir. J'avais juste besoin de te dire que tu as raison sur tout et que si un jour, peut-être dans des années, tu décides de me donner une chance de te connaître à nouveau pour de vrai, non pas comme le fils qui prend, mais comme le fils qui apprend à donner, je serai là. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Une dernière chose, Claire ne viendra pas. Elle est toujours en colère. Elle pense toujours que tu es la méchante. Elle croit toujours qu'elle avait droit à tout cela. Elle ne changera pas, maman. Et je ne vais plus la suivre. Je ne ferai plus partie de cela. Lorsqu'il partit, je restai assise pendant des heures à assimiler ses paroles.
Ce n'était pas suffisant. Des excuses n'effaçaient pas des années de douleur, mais c'était un début, une reconnaissance réelle de la vérité. 2 semaines plus tard, Michael revint. Cette fois avec sa femme et ma petite fille. Ils n'entrèrent pas dans la maison. Ils sonnèrent simplement. Et quand j'ouvris, ma petite fille courut vers moi, un dessin à la main. « Mamie, j'ai fait ça pour toi », dit-elle de sa douce petite voix. « C'est notre nouvelle maison, mais avec un chemin qui va jusqu'à chez toi, comme ça tu peux nous rendre visite. » Le dessin montrait 2 petites maisons reliées par un chemin coloré. Je sentis les larmes menacer de couler. « C'est magnifique, ma chérie », dis-je en la serrant dans mes bras. La femme de Michael me regarda avec des yeux sincères. « Madame Vance, je suis tellement désolé de ne pas avoir réalisé ce qui se passait. Michael m'a tout raconté, et je veux que vous sachiez que dans notre foyer, vous serez toujours la bienvenue. Toujours. » Je ne les invitais pas à entrer ce jour-là, mais j'acceptais le dessin. Je l'accrochai sur mon réfrigérateur, là où je pouvais le voir chaque matin. Les mois suivants furent une lente reconstruction. Michael venait toutes les 2 semaines, demandant toujours avant de rendre visite, ne présumant jamais qu'il en avait le droit. Parfois nous étions simplement assis sur la terrasse à boire du café. Parfois nous marchions sur la plage. Nous ne parlions pas beaucoup de ce qui s'était passé. C'était trop frais, trop douloureux encore. Mais petit à petit, je commençais à découvrir un Michael différent. Un homme qui me demandait comment j'allais et écoutait vraiment la réponse. Un fils qui apportait des fleurs sans occasion spéciale. Un homme qui s'excusait lorsqu'il annulait un projet et le reprogrammait réellement. Un homme qui admettait lorsqu'il avait tort. Pour l'anniversaire de ma petite fille, ils m'invitèrent à la fête. C'était en petit comité dans leur jardin, juste la famille proche. Quand j'arrivai, Michael m'accueillit avec une véritable étreinte. Pas mécanique, pas répété, réel. « Merci d'être venu, maman, dit-il. Cela signifie tout pour nous. » Pendant la fête, j'observais. Je regardais comment ils interagissaient. Je regardais comment la femme de Michael m'incluait dans les conversations. Je regardais comment ma petite fille courait pour me montrer chaque cadeau qu'elle ouvrait. Je regardais comment Michael me cherchait du regard de temps en temps, s'assurant que j'allais bien. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments délicats. Il y avait encore des cicatrices. Mais il y avait un effort sincère. Il y avait un changement réel. Claire n'appela pas pendant des mois. Ses messages initiaux de colère avaient cessé. Le silence de son côté était absolu. Michael me dit qu'elle l'avait affronté, furieuse qu'il l'ait trahi en me parlant de nouveau. Je lui ai dit que la seule trahison était ce que nous t'avions fait, me dit Michael, et que je ne ferai plus partie de cela. Elle a raccroché, et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Cela faisait mal. C'était ma fille. Je l'avais tenue, élevée, aimée. Mais je comprenais aussi que je ne pouvais pas forcer le changement chez quelqu'un qui ne voulait pas changer. Je ne pouvais pas lui faire voir la vérité si elle choisissait de croire au mensonge. Un après-midi, 6 mois après la confrontation, j'arrosais les plantes sur la terrasse quand on sonna. C'était un service de coursier. Ils avaient une grande enveloppe à mon adresse. Je l'ouvris les mains tremblantes. À l'intérieur se trouve un lot de documents juridiques. Claire me poursuivait en justice. Elle affirmait que j'avais manipulé Michael pour l'éloigner d'elle, que je détruisais sa famille, et qu'elle avait droit à une partie de l'héritage parce qu'elle était ma fille. J'appelai David immédiatement. Il passa le soir même, lut les documents et secoua la tête. Cela n'a aucune base légale. C'est une tentative désespérée. Ce sera très probablement rejeté dès la première audience. Alors pourquoi fait-elle cela, demandai-je, fatigué. Parce qu'elle est en colère. Parce qu'elle ne peut pas accepter d'avoir perdu le contrôle. Parce qu'elle pense toujours qu'elle peut obtenir quelque chose de tout cela. Il avait raison. Le procès fut rejeté 3 mois plus tard. Le juge fut clair. Il n'y avait pas de dossier. Claire dut payer les frais de justice et reçut un avertissement concernant les poursuites abusives. Après cela, plus rien. Un silence absolu de sa part. Mais ma vie ne tournait pas autour de ce silence. J'avais trouvé quelque chose de plus précieux que la famille qui m'excluait. J'avais trouvé la paix. J'avais trouvé la dignité.
J'avais trouvé Sharon qui venait chaque semaine et était devenue la sœur que je n'avais jamais eue. J'avais trouvé un Michael reconstruit qui faisait un effort réel pour s'améliorer. J'avais trouvé ma petite fille qui me rendait visite régulièrement et remplissait la maison de rire. J'avais surtout trouvé moi-même. Cette Eleanor qui avait toujours été là mais s'était cachée sous des années passées à vouloir plaire aux autres, à justifier l'injustifiable, à accepter des miettes alors que je méritais tout le festin. Un matin, 1 an après avoir emménagé dans le manoir, je me réveillais alors que le soleil entrait à flot par les fenêtres et j'entendais les mouettes au-dessus de la mer. Je fis du café et sortis sur la terrasse. Les vagues se brisaient doucement contre les rochers. Les mouettes volaient en cercle. Le ciel était clair et lumineux. Je m'assis dans mon fauteuil préféré, celui qui donnait directement sur l'horizon, et pris une profonde inspiration. Cela sentait le sel, les fleurs, la liberté. Et je souris. Je souris parce que j'étais vivante, parce que j'avais survécu. Parce que j'avais choisi la vérité plutôt que le confort, parce que j'avais choisi ma dignité plutôt que la peur d'être seul. Et je découvris que je n'avais jamais vraiment été seul. J'avais juste été entouré des mauvaises personnes. 2 ans ont passé depuis ce dîner. 2 ans depuis que j'ai ouvert ces classeurs et changé le cours de ma vie pour toujours. Aujourd'hui, alors que je suis assis sur cette même terrasse à regarder l'océan qui ne s'arrête jamais de bouger, je peux dire quelque chose que je ne pouvais pas dire auparavant. Je suis en paix. Ce n'est pas la paix de celui qui oublie. C'est la paix de celui qui se souvient mais ne saigne plus. C'est la paix de celui qui comprend que lâcher prise n'est pas la même chose que perdre. Parfois, lâcher prise est le seul moyen de gagner. Michael vient toujours chaque semaine sans faute. Il a amené sa famille pour Noël l'année dernière et, cette fois, c'était réel. Rien de forcé, rien de joué. Ma petite fille a 6 ans maintenant et adore chercher des coquillages sur la plage devant chez moi. Elle m'appelle tous les soirs avant de s'endormir pour me raconter sa journée. Mamie, aujourd'hui j'ai appris à écrire ton nom, me dit-elle récemment. Regarde. Et elle m'envoya une photo de son cahier où elle avait écrit, Eleanor, en lettres tremblantes mais pleines d'amour. La femme de Michael est devenue importante pour moi. Elle passe seule parfois juste pour boire un café et parler. Elle me confie ses soucis, ses rêves, ses peurs, et je l'écoute vraiment, sans simplement attendre mon tour pour parler. Nous avons construit quelque chose de sincère, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Parce qu'avant, j'étais juste la belle-mère pratique, pas une vraie personne. Michael a changé. Pas du jour au lendemain, mais de façon constante et visible. Il a commencé une thérapie il y a 1 an. Il m'en a parlé avec honte au début, comme s'il s'agissait d'une faiblesse d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Je lui ai dit que c'était la chose la plus courageuse qu'il ait jamais faite. C'est plus facile de rester brisé que de faire le travail nécessaire pour se reconstruire, lui ai-je dit. Il a pleuré ce jour-là, un pleur propre et libérateur. Maintenant, il parle différemment. Il agit différemment. Il ne se contente plus de prendre, il donne aussi. Il ne se contente plus de recevoir, il propose aussi. Il ne présume plus que je serai disponible, mais me demande et respecte quand je dis non, car j'ai appris à dire non. Ce mot qui m'était si difficile à prononcer vient désormais naturellement lorsqu'il est nécessaire. Je n'ai pas eu de nouvelles de Claire directement, mais Michael m'en donne parfois, avec précaution, comme quelqu'un qui touche une blessure qui fait encore mal. Elle a divorcé il y a 6 mois. Elle a finalement perdu la maison. Elle vit désormais dans un petit appartement avec de graves problèmes financiers. Michael a essayé de l'aider, mais elle a refusé son aide avec rage. Je ne veux rien de la part de quelqu'un qui a trahi sa propre sœur pour cette femme, lui a-t-elle dit. Cette femme. C'est ainsi qu'elle m'appelle maintenant. Je ne suis même plus maman dans son vocabulaire. Cela fait mal. Je ne mentirai pas en disant le contraire. C'est ma fille. Je l'ai vue naître, je l'ai regardée faire ses premiers pas, je l'ai consolée lors de ses premiers chagrins d'amour. Mais je comprends aussi que je ne peux pas la forcer à voir ce qu'elle ne veut pas voir. Je ne peux pas lui faire accepter la responsabilité de quelque chose qu'elle croit toujours être de ma faute. Elle a choisi l'amertume. J'ai choisi la paix. Et ces 2 choix ne peuvent coexister dans le même espace. J'ai appris que l'amour d'une mère ne signifie pas tout accepter. Cela ne signifie pas être un punching ball sur lequel vos enfants déchargent leur frustration tandis que vous encaissez les coups avec le sourire. Le véritable amour, l'amour sain,
exige des limites. Il exige un respect mutuel. Il exige des efforts des deux côtés. Et si quelqu'un, même votre propre fille, refuse de faire cet effort, alors la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner. Non pas avec de la haine, non pas avec de la vengeance, mais avec la clarté de celui qui sait qu'on ne peut pas réparer quelque chose quand une seule personne est prête à essayer. Sharon est toujours mon roc. Elle s'est installée dans un appartement près d'ici il y a 6 mois. Après avoir regardé ta plage pendant tous ces mois, je ne pouvais plus retourner à ma vue sur le parking, me dit-elle en riant. Maintenant, nous prenons le petit déjeuner ensemble 3 fois par semaine. Nous marchons le long de la côte. Nous allons au cinéma. Nous faisons les choses simples que font les amis, mais que je n'avais jamais le temps de faire quand j'étais obsédé par l'idée d'être la mère parfaite. J'ai aussi rencontré de nouvelles personnes. Il y a un groupe de femmes de mon âge qui se réunit le jeudi à la bibliothèque municipale. Elles parlent de livres, de vie, de rêves qu'elles ont encore. Au début, j'avais peur de m'y joindre. Qu'est-ce que je vais dire, demandai-je à Sharon. Salut, je m'appelle Eleanor et mes enfants m'ont exclu pendant des années. Elle rit. Dis plutôt, salut, je m'appelle Eleanor et j'apprends à vivre pour moi-même. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Désormais, ces femmes sont mes amies. Antonia, qui a perdu son mari il y a 5 ans et apprend à voyager seule. Alma, qui à 70 ans a décidé d'apprendre le piano. Paola, qui a quitté un mariage abusif après 40 ans et dit maintenant, chaque jour de liberté est un cadeau. Nous avons toutes des histoires. Nous avons toutes des cicatrices. Mais nous avons aussi des rires, de l'espoir et cette compréhension silencieuse de celles qui ont traversé le feu et en sont ressorties de l'autre côté. Cette maison, ce manoir de 2 millions de dollars qui a causé tant de problèmes, est devenu mon sanctuaire. Mais non pas parce qu'il vaut de l'argent, mais parce qu'il est à moi. Chaque décision ici est la mienne. Chaque meuble, chaque tableau, chaque plante sur la terrasse existe parce que je l'ai choisi, et non parce que quelqu'un d'autre l'a approuvé. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Le silence me faisait peur autrefois. Il me donnait l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, que je devais être entouré de monde pour avoir de la valeur. Maintenant, le silence est mon ami. C'est dans le silence que je pense le mieux, que je ressens le plus clairement, que je me reconnecte avec moi-même. Je peins à présent. J'ai commencé il y a 1 an avec un cours en ligne pour débutants. Je ne suis pas doué. Mes peintures sont maladroites et disproportionnées, mais elles m'apportent de la joie. J'en ai une suspendue dans le salon, un coucher de soleil sur l'océan avec des couleurs trop vives et des vagues qui n'ont pas la bonne forme. Mais elle est à moi. Je l'ai faite. Et chaque fois que je la vois, je souris. J'écris aussi. J'ai un journal où je dépose mes pensées, mes souvenirs, mes réflexions. Au début, j'écrivais sur la douleur, sur la trahison, sur la rage. Mais au fil des mois, j'ai commencé à écrire sur d'autres choses. Sur le goût du café le matin. Sur l'aspect de la pleine lune se reflétant sur l'océan. Sur le rire de ma petite fille, sur l'amitié de Sharon, sur la seconde chance que Michael construit jour après jour. J'ai appris que la vie n'est pas une ligne droite vers le bonheur. C'est une collection de moments. Certains magnifiques, certains douloureux, d'autres tout à fait ordinaires. Et ils ont tous de l'importance. Ils comptent tous. Ils vous façonnent tous. Les cicatrices que je porte à présent ne sont pas une faiblesse. Elles sont la preuve que j'ai survécu. Elles sont des cartes de là où j'ai été et des rappels de là où je ne retournerai jamais. Je ne retournerai pas là où ma valeur dépendait de ce que je donnais. Je ne retournerai pas là où mon amour était pratique mais ma présence dérangeait. Je ne retournerai pas là où je justifiais l'injustifiable parce que j'avais peur de la vérité. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais été exclu d'avoir la vérité. Si je n'avais jamais vu ces classeurs, si David n'avait jamais frappé à ma porte, Claire serait-elle toujours en train de me manipuler? Michael serait-il toujours en train de prendre sans donner? Serais-je toujours petite, invisible, à attendre des miettes d'affection? Probablement. Et je me serais probablement convaincu que c'était cela, l'amour. Parce qu'il est plus facile de croire à un mensonge confortable que d'affronter une vérité douloureuse. Mais j'ai affronté la vérité. Et oui, cela a fait mal. Cela a fait si mal qu'il y a eu des nuits où je ne savais pas si je pourrais continuer à respirer. Mais de l'autre côté de cette douleur,
j'ai trouvé quelque chose dont j'ignorais l'existence. Ma propre force, ma propre voix, ma propre valeur. Maintenant, je sais que je n'ai besoin de personne pour me compléter. Je suis complète par moi-même. Les gens qui entrent dans ma vie à présent sont des ajouts, pas des solutions. Ils sont une compagnie, pas un salut. Et cette différence change tout. Ce matin, alors que je buvais mon café sur la terrasse, j'ai vu un dauphin sauter près du rivage. Il est resté là pendant plusieurs minutes, sautant et jouant dans les vagues. Sharon était avec moi, et nous sommes restés assis en silence à regarder ce spectacle simple mais magnifique. Tu sais ce que je pense, dit Sharon après un moment. Je pense que tu es comme ce dauphin, libre de jouer dans ton propre océan sans personne pour te dire où nager. Elle avait raison. C'est exactement ce que je suis maintenant. Libre. Et maintenant, alors que je termine d'écrire ceci, alors que le soleil se couche sur l'océan, peignant le ciel d'orange et de rose, je veux vous dire quelque chose, à vous qui lisez ceci, à vous qui vivez peut-être ce que j'ai vécu. À vous qui vous sentez peut-être invisible au sein de votre propre famille, à vous qui justifiez, qui pardonnez, qui attendez, qui donnez et donnez sans jamais recevoir. Écoutez-moi. Vous avez de la valeur. Non pas pour ce que vous donnez, non pas pour ce que vous faites, non pas pour tout ce que vous endurez. Vous avez de la valeur simplement parce que vous existez. Et s'il y a des gens dans votre vie qui ne peuvent pas voir cela, qui ne vous cherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, qui vous excluent quand ce n'est pas pratique, alors ces gens ne méritent pas l'espace qu'ils occupent dans votre cœur. Il n'est pas égoïste de fixer des limites. Il n'est pas cruel d'exiger du respect. Il n'est pas mal de s'éloigner de quelqu'un qui vous fait du mal, même si vous partagez le même sang. La famille, ce n'est pas seulement qui vous a donné la vie. La famille, c'est qui vous honore, qui vous voit, qui choisit de rester, non pas par obligation, mais par amour sincère. Et si vous devez reconstruire votre famille à partir de zéro, avec des amis qui deviennent des sœurs, des connaissances qui deviennent des confidents, des inconnus qui vous montrent plus de loyauté que votre propre sang, alors faites-le. Ne restez pas là où vous êtes toléré, à attendre le jour où vous serez célébré. Ce jour n'arrivera peut-être jamais. Et pendant que vous attendez, votre vie passe. Votre vie est maintenant. Votre valeur est maintenant. Votre paix est maintenant. J'ai 69 ans. Certains diraient qu'il est tard pour recommencer à zéro. Mais je vous le dis, il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. Il n'est jamais trop tard pour lâcher prise de ce qui vous fait du mal. Il n'est jamais trop tard pour construire la vie que vous méritez. Et vous? Avez-vous déjà eu l'impression qu'on essayait de vous effacer de votre propre histoire? Vivez-vous pour les autres tout en vous oubliant vous-même? Justifiez-vous aujourd'hui ce que vous savez, au fond de votre cœur, être mal? Si c'est le cas, je vous dis la même chose que j'aurais aimé que l'on me dise il y a des années. Réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Voyez la vérité. Et quand vous la verrez, même si cela fait mal, même si cela fait peur, même si cela change tout, choisissez la vérité malgré tout. Parce que la vérité fait mal, oui. Mais les mensonges tuent. Et vous méritez de vivre.